Bonjour à tous. Donc on va enchaîner sur une nouvelle table ronde. On va parler sécurité des données, enjeux réglementaires, innovation avec l'intelligence artificielle. Donc bonjour à tous, moi je suis Jonathan Cassen, je suis expert IA et innovation au sein de BPI France. On accompagne les PME et les ETI industriels sur leur trajectoire de transformation avec l'IA. Alors, l'IA, c'est un formidable moteur d'innovation depuis plusieurs années pour les industriels. Et puis c'est devenu ces derniers mois presque un enjeu géopolitique avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis, en Asie, en Europe à l'occasion de la Summit. Et ça a remis finalement sur le devant de la scène à la fois la nécessité d'innover dans un marché qui évolue extrêmement vite pour rester compétitif. Et puis ça a remis aussi le sujet de la sécurité des données, la souveraineté de nos données industrielles européennes sur le devant et réinterroger la place de la réglementation spécifique sur notre plaque géographique. Donc comment aligner réglementation et innovation, sécurité des données et innovation? Comment réussir finalement à aller chercher des gains de productivité grâce à des solutions d'intelligence artificielle responsables, de confiance et sécurisées? C'est toutes ces questions passionnantes qu'on va aborder avec nos trois intervenants. Donc d'abord Alix Durand, bonjour, donc chef d'état-major adjointe à la sous-direction de la stratégie au sein de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Clément Hémine, délégué aux affaires publiques de Numéum. Et puis Kevin Polizzi, CEO de United Group, qui est un groupe qui rassemble plusieurs activités de software, de hardware dans le monde de l'innovation et de la transformation numérique avec plusieurs offres autour de la cybersécurité et du cloud dont on pourra reparler. Pour commencer, alors Clément, peut-être le micro, on va essayer de se les passer. On va faire un petit point déjà sur les réglementations qui vont concerner les industriels qui veulent adopter des solutions d'IA dans leurs entreprises. Finalement, quels sont les différents textes qui s'appliquent et quelles sont leurs finalités aujourd'hui? Oui, bonjour à tous. Tout à fait, ça vaut le coup de faire un petit point sur la liste des réglementations qui s'appliquent aux acteurs qui veulent faire de l'IA aujourd'hui. Parce que si on avait fait cette table ronde il y a 5 ans, je pense qu'il n'y aurait pas eu besoin de faire la question quasiment. Aujourd'hui, c'est comme un nouveau monde réglementaire dans lequel on est depuis que l'Europe, et la France aussi, mais surtout l'Europe, a créé un nouveau cadre réglementaire pour le numérique en général et aussi pour l'IA. On va commencer par le plus évident, bien sûr, qui est l'AI Act, donc le règlement IA dont tout le monde parle aujourd'hui. C'est un règlement qui est hyper important pour les acteurs qui sont présents aujourd'hui à Global Industries parce que c'est une réglementation qui n'est pas sectorielle mais qui est transverse. Donc c'est une réglementation applicable à une techno. Donc des acteurs qui ne sont pas Mistral, qui ne sont pas OpenAI, qui ne sont pas des acteurs de la tech à proprement parler, mais qui vont prévoir une stratégie IA, utiliser des systèmes IA dans leur activité, vont potentiellement être soumis à ce règlement et c'est pour ça qu'il a un potentiel transformateur qui est extrêmement important aujourd'hui à l'échelle des entreprises. C'est un règlement qui régule évidemment les modèles d'IA, donc les LLM, etc., mais aussi les systèmes d'IA. Et c'est pour ça que les acteurs, notamment industriels, qui voudraient utiliser ou développer des systèmes d'IA, sont concernés au premier chef par ce règlement. Un petit point parce que là, depuis début février, ça avait fait un petit peu à la une des journaux où on disait ça y est, le AI Act est entré en vigueur, un peu un mouvement de panique dans les médias. On n'en est pas encore là, c'est une première partie du AI Act qui est entrée en vigueur le 2 février, qui est la partie la plus sensible sur les risques interdits. On a encore un petit peu de temps, le AI Act il va rentrer en vigueur par différentes tranches. Il y aura une première tranche en 2025 cet été, une autre tranche qui sera beaucoup plus structurelle à l'été 2026. Donc le message, c'est de dire aux acteurs qu'il faut s'y mettre, mais qu'il n'y a pas un retard absolu aujourd'hui sur le AI Act. Peut-être, sans trop m'attarder sur ce texte, il y a d'autres réglementations qui sont applicables aussi aux acteurs qui voudraient faire de l'IA aujourd'hui. Il y a bien sûr le traditionnel, maintenant on peut dire RGPD, qui est bien connu par tout le monde. Au premier abord, on pourrait penser que ça ne concerne pas beaucoup l'IA, mais si vous avez des systèmes d'IA qui, à un moment ou à un autre, traitent des données à caractère personnel, et ce n'est pas impossible aujourd'hui, même pour des acteurs industriels, la définition de données à caractère personnel, elle est assez large, et ben, vous devez aussi envisager une mise en conformité au RGPD pour les systèmes d'intelligence artificielle que vous traitez. On pourra y revenir tout à l'heure, mais ça paraît simple parce que le RGPD il est bien connu maintenant, mais en réalité, il y a des petits enjeux de mise en conformité qui ne sont pas si simples pour les entreprises.
Un autre texte qui a fait beaucoup parler de lui aussi ces dernières années, c'est le Data Act, donc le règlement européen sur les données, qui est un petit peu plus vieux que le AI Act. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce règlement qui nous prendra, je pense, une table ronde de la journée. Mais l'idée, c'est d'avoir une réglementation qui favorise la circulation des données, et notamment des données industrielles, sur le continent européen. Puisque le présupposé de la Commission européenne à l'époque, c'était de dire l'Europe, elle accuse un certain retard sur les technologies numériques, mais elle a un patrimoine de données, et notamment un patrimoine de données industrielles considérable, et qu'il faut les valoriser. Et pour cela, il faut en libérer le potentiel en quelque sorte, et donc favoriser la circulation des données entre les acteurs européens. Donc vous pourriez me dire, je ne vois pas trop le rapport avec l'intelligence artificielle. Et ben quand vous regardez dans les deux textes, effectivement, il n'y a pas trop de lien entre IA et Data Act. Néanmoins, pour faire des systèmes d'IA, il faut évidemment de la donnée. Donc si vous avez un règlement qui vient impacter la circulation des données, qui vous contraint parfois à partager des données, à les mettre à disposition d'autres acteurs, de fait, vous devriez, en dessous toute logique, être aussi concerné par le AI Act. Et un dernier point de réglementation qui peut paraître plus éloigné là aussi, notamment des acteurs industriels, c'est les questions de propriété intellectuelle. Là, depuis l'émergence de ChatGPT et autres des grands LLM, le sujet il est remonté vraiment en haut de la pile des priorités, notamment sur la question de l'utilisation à des fins d'entraînement des grands modèles de langage de données qui peuvent être protégées par des droits de propriété intellectuelle, et notamment le droit d'auteur. Là encore, on pourrait se dire, bon, on a Global Industry, a priori, si on n'est pas Mistral ou OpenAI, on n'est pas concerné. Mais il y a encore des grandes zones de doute aujourd'hui qui pourraient potentiellement impacter les acteurs industriels, notamment les acteurs qui voudraient développer leur propre modèle de langage à des fins industrielles ou fine-tuner des modèles existants à partir de nouveaux sets de données. Et là, le règlement intelligence artificielle, il a prévu des nouvelles obligations de transparence sur les données que vous utilisez pour développer un modèle d'IA. On n'est pas encore en certain aujourd'hui de l'ampleur de l'obligation que ça pourrait être pour des acteurs industriels, mais néanmoins, il faut se poser la question aujourd'hui parce que ça peut potentiellement impacter le développement d'un système IA, mais aussi faire monter la facture en termes de frais de mise en conformité. Donc ça fait déjà beaucoup de textes, beaucoup de réglementations, et pourtant on n'a pas encore parlé de cyber. Est-ce qu'il y a des textes en plus complémentaires qui s'appuient sur la cyber ? Alors bonjour à toutes et tous. Comme tu l'as répété, le règlement européen sur l'intelligence artificielle n'est pas un règlement cyber, c'est un règlement orienté produit et plutôt axé sur la surveillance de marché. Toutefois, il précise dans son article 15 que les systèmes d'intelligence artificielle qui sont mis sur le marché européen doivent répondre à un certain nombre de dispositions de cybersécurité. Et les travaux ont été renvoyés aux instances de normalisation. Donc il y a eu une standardization request de la Commission européenne émise auprès du CNCNELEC, qui est un organisme de normalisation européen. Et c'est dans ce cadre-là qu'on aura les dispositions spécifiques de cybersécurité qui s'appliqueront au système d'intelligence artificielle d'ici l'entrée en vigueur complète du texte, donc en août 2026, pour ce qui concerne la cybersécurité des systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, pour reprendre la terminologie du RIA. Et par ailleurs, les systèmes d'intelligence artificielle sont intégrés dans des systèmes d'information au sens plus large. Donc il y a beaucoup de réglementations cyber spécifiques qui continuent de s'appliquer. La directive NIS 2, par exemple, dans la transposition de laquelle on est engagé en ce moment, le CRA, le Cyber Resilience Act, qui renvoie explicitement d'ailleurs au règlement européen sur l'intelligence artificielle avec des systèmes de présomption de conformité. Être conforme au CRA équivaudrait à être conforme au RIA sur certains aspects de cybersécurité. Et le CSA, Cyber Security Act, dont la révision sera prochaine aussi. Donc il y a toute une articulation de ces textes spécifiques cyber pour inclure aussi la dimension intelligence artificielle. Merci pour le complément. Donc, en fait, derrière le concept d'intelligence artificielle, on met beaucoup de choses qui peuvent être d'ailleurs assez différentes. Je crois qu'à la fois côté cyber et à côté AI Act, il y a un peu des approches différentes selon les usages ou les technologies différentes. Côté cyber, je crois que les obligations ou les nécessités ou le plan d'action n'est pas la même en fonction des technologies d'IA qu'on peut utiliser. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il en est ? Tout à fait. Donc,
le terme d'intelligence artificielle, il a émergé en 1956 et depuis, toute innovation qui va dans le sens d'une meilleure automatisation des systèmes, on la targue d'intelligence artificielle. Pour autant, pour nous, l'intelligence artificielle, ces systèmes ne posent pas nécessairement tous des défis particuliers en matière de cybersécurité. On sait très bien sécuriser des systèmes statistiques, par exemple. La nature statistique d'un système d'intelligence artificielle n'en fait pas un élément particulièrement difficile à sécuriser. Ce qui va nous poser problème en matière de cybersécurité aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler les méthodes statistiques d'apprentissage inscrutables. Donc d'abord leur nature statistique, parce que ça veut dire qu'elles vont toujours donner la réponse la plus probable possible, mais pas la réponse vraie. Donc en cybersécurité, ce qu'on va vouloir vérifier, c'est qu'un système, il fait ce qu'il doit faire et rien que ce qu'il doit faire et seulement ce qu'il doit faire. Quand il est statistique, c'est pas parce qu'il a fait 99 fois ce qu'il devait faire que la 100e fois, il fera ce qu'il faut faire. Donc en termes de méthodologie d'évaluation et de certification de ces systèmes, c'est un peu compliqué. Méthode statistique d'apprentissage, donc le fait qu'il y ait une paramétrisation du système au travers d'une phase d'apprentissage et que les données viennent façonner le paramétrage du modèle, c'est aussi un défi en matière de cybersécurité parce que ça nous force aussi à nous intéresser au contenant, donc à la donnée, au contenu, à la donnée et pas seulement au contenant, donc le système par lesquels ces données transitent ou sur lesquels ces données sont calculées. Et inscrutable, c'est le fameux fonctionnement en boîte noire, le fait qu'un système d'intelligence artificielle, il arrive à résoudre un problème, à apporter un résultat, alors même qu'on n'est pas en mesure de savoir comment est-ce qu'il a décomposé mathématiquement ce problème. Donc ça veut dire pour nous, pour vérifier comment est-ce qu'il a fonctionné, comment est-ce qu'il est arrivé à ce résultat-là, c'est un vrai défi. Techniquement parlant, c'est ça notre enjeu aujourd'hui pour la sécurisation des systèmes d'intelligence artificielle. Donc l'IA générative, finalement, les LLM viennent poser des nouveaux défis, alors qui étaient déjà là avec les boîtes noires et les modèles de deep learning difficilement explicables, mais effectivement une approche un peu différente en fonction de la technologie d'IA utilisée. Et puis quand on est industriel, il faut regarder aussi les usages qu'on va regarder, puisque côté AI Act, on n'est pas du tout soumis aux mêmes obligations en fonction des différents usages et de là où on se situe aussi dans la chaîne de valeur. Exactement, c'est les deux grands critères en quelque sorte pour déterminer votre application ou pas à l'AI Act. Je vous ai mis derrière, c'est l'instant de publicité, avec le CIGREF, donc, qui est le club informatique des grandes entreprises de France, et donc Numéum, nous, le syndicat professionnel des entreprises du numérique. On a développé un guide de mise en conformité à l'IA à vocation très pédagogique pour accompagner les acteurs donc, du numérique, mais pas que, c'est largement disponible pour les acteurs industriels aussi, dans leur premier pas vers leur mise en conformité sur l'AI Act. Donc je le disais, deux grands critères en fait à étudier pour déterminer si vous êtes soumis ou pas à un règlement. Le premier, c'est le niveau de risque, effectivement, c'est une approche par les risques. Donc vous pouvez trouver un petit peu partout des pyramides qui schématisent un petit peu le niveau de risque associé à l'AI Act, avec donc au sommet des risques considérés comme inacceptables, avec des pratiques que l'Europe refuse de voir se développer sur son sol, notamment le social scoring comme il peut y avoir en Chine ou autre, sont désormais des pratiques qui sont interdites sur le sol européen. Et après, vous avez des risques qui sont plus ou moins importants, donc une typologie de risque élevé, quand ça peut avoir un impact en termes de sécurité ou de protection des droits fondamentaux. Vous avez en dessous de ça encore des risques qui sont moins élevés, mais qui posent des questions de transparence, notamment lorsque vous êtes amené à interagir avec une IA. Il va y avoir en Europe une obligation de vous le signifier que vous êtes face non pas à une personne humaine, mais à une intelligence artificielle. Donc, le premier critère, c'est la gradation des risques. Donc, il faudra qualifier les risques potentiels dus à l'utilisation de votre système d'IA. Et puis, tu le disais, la place dans la chaîne de valeur. Donc, le règlement IA, il a prévu de nouvelles qualifications juridiques pour les différents acteurs de la chaîne de valeur. Donc, vous avez le fournisseur, le déployeur. Alors, c'est un mot qu'on a traduit de l'anglais qui n'est pas très joli, mais on utilise ça. Vous avez le mandataire, etc. Ça peut paraître anodin comme ça parce que tout le monde peut se dire oui, moi je suis pas fournisseur de modèle IA, donc je m'évacue de cette catégorie. C'est beaucoup plus complexe que ça aujourd'hui, et pas pour les acteurs de la tech, on va dire les acteurs de l'intelligence artificielle, mais pour les acteurs notamment industriels qui voudraient se mettre à l'IA aujourd'hui. Qualifier si vous êtes fournisseur ou déployeur, c'est pas du tout évident aujourd'hui pour les acteurs industriels, et ça entraînera des obligations complètement différentes et une charge financière de mise en conformité complètement différente pour les acteurs. Je vous donne un exemple. Si on part du principe que le fournisseur, celui qui développe le système d'IA, ok, c'est clair, mais un fournisseur, ça peut être aussi une personne qui modifie un système d'IA préexistant qui est à risque élevé.
Là, on imagine tout de suite qu'un acteur industriel pourrait se retrouver qualifié fournisseur au sens du règlement IA et donc avoir toute une politique de mise en conformité derrière qui serait beaucoup plus lourde. Donc c'est quelque chose à anticiper assez tôt. Et pour les acteurs industriels qui s'y mettent, il ne faut vraiment pas négliger la complexité de cette question parce que ça va être déterminant après sur la politique de conformité à mettre en place. Bien, merci pour ces précisions. On a l'impression que les sujets cyber et IA sont plus facilement liés, presque. En tout cas, on en parlait un peu en préparation de la table ronde, que le sujet, les questions sur la sécurité des données sont ressorties avec l'arrivée des IA génératives, la sortie de ChatGPT. Kevin, en tant qu'offreur de solutions sur ces sujets d'infrastructure pour de l'IA et puis de cybersécurité, est-ce que les industriels finalement que tu côtoies dans les différentes activités montrent une sensibilité, un besoin plus fort en tout cas de lier ces deux sujets, sécurité des données et IA? Bonjour à toutes et tous. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes toujours là, malgré toutes les réglementations et le charabia dans lequel on est. Qui est expert de l'IA dans la salle? Allez, je vous propose qu'on rembobine 2 minutes et qu'on vous explique un petit peu tout ça. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est de la biologie, c'est-à-dire qu'on vient avec des réseaux de neurones, avec de la vision assistée par informatique, on vient quasiment copier l'être humain qui a mis quelques milliards d'années à se forger, et l'intelligence artificielle, elle est dangereuse parce qu'elle copie la biologie et qu'elle surpasse nos capacités de traitement individuelles. Et donc, en ça, il faut encadrer un minimum les choses parce que, pour l'occasion, Terminator pourrait très vite devenir un documentaire au lieu d'être un film de science-fiction. Notre sujet, quel est-il? On est dans le pays qui a le taux de cotisation et de prélèvements sociaux le plus élevé. Alors, tout le monde râle en disant le chômage, la retraite, le machin. Sincèrement, si on utilise l'intelligence artificielle brillamment, on va pouvoir réparer notre modèle qui est un petit peu à la peine en ce moment. Mais finalement, le pire de la conjonction géopolitique rencontre le meilleur des technologies. Et pourquoi la cybersécurité est en train de revenir au-dessus? Parce que globalement, tout le monde s'est fait pirater pendant le Covid. Toutes les entreprises ont été mises à plat ces 24 derniers mois avec des ransomware, avec des attaques, avec tout un tas de choses. Et l'écosystème général s'est réuni, notamment grâce à l'ANSSI dans les campus de cybersécurité qu'on a vu émerger sur différents territoires. Moi, j'ai eu la chance d'être à l'origine du campus de cybersécurité pour la région sud et l'Euroméditerranée qui prend globalement Lyon, Valence, Marseille, Nice jusqu'à Montpellier. Et quand on fait de l'IA, on a besoin d'avoir des données propres. Si je vous fais prendre des décisions sur des données qui sont totalement débiles, on peut considérer qu'il y a une faible chance que la décision soit fiable. Vous avez tous des bulletins de notes. Vous comprenez que quand vous prenez un carton dans une matière, vous avez les autres matières pour rééquilibrer. Sauf que si je vous envoie des bulletins de notes trafiqués partout, globalement, on ne va pas pouvoir caler ou calibrer le niveau de ce qui se passe. Cette donnée, c'est comme le pétrole. Elle a besoin d'être raffinée. Nous, on est parti d'un principe qu'il fallait la colorer. Pourquoi? Parce que très vite, quand on parle technique, ça devient incompréhensible. On a 12 réglementations qui viennent cadrer le sujet. Je mets au défi n'importe quel start-upper d'avoir la patience de lire ces 12 réglementations. Et donc, il ne faut pas voir la réglementation comme un frein, il faut voir la réglementation comme un guide. Quand vous êtes petit et que vous faites du vélo, il n'y a pas de code de la route. Quand vous rentrez sur la route, il est bénéfique qu'il y ait un code de la route. Ça peut très vite devenir catastrophique. On est en train de vivre exactement le même moment. Des données de qualité, une technologie qui est quasiment incontrôlable, une capacité pour nous de faire des synthèses et de créer de la valeur ajoutée. Et finalement, qu'est-ce qui nous intéresse au niveau de l'humanité? C'est d'augmenter nos capacités, d'augmenter notre résilience. Et pour ce faire, on a besoin d'abord d'un cadre réglementaire qui pose les conditions de la sécurité, mélanger toujours la cybersécurité et l'IA en vous disant que tout ça, ça sert à poser un cadre de confiance. Le RGPD, dont tout le monde a entendu parler ces dernières années, la manière dont ça a été présenté, sincèrement, c'était pas très commercial. Des contraintes, des contraintes, des contraintes, des contraintes et des contraintes, plus des contraintes. Rassurez-vous, partout dans le monde, il n'y a pas de RGPD. Il n'y a qu'en Europe où on se met un sac à dos en cuivre avec une ceinture de plomb et des chaussures en mercure. Sauf que c'est la fin du Far West.
C'est le moment où on a besoin, lorsqu'on lance un algorithme, de savoir si ce qu'il y a au bout est un peu vrai, beaucoup vrai, pas trop vrai, mise en doute ou pas. Et comme le disait très bien Alix, tout ça n'est quand même beaucoup basé que sur des statistiques et des mathématiques. C'est pour ça que quand on vend du cloud, on vend de la capacité de calcul dans lequel on met de la donnée. Mais si dans votre mixeur à la maison, vous mettez n'importe quoi, ce que vous allez boire devrait être pas très bon, sauf si vous êtes comme Louis Pasteur et que vous faites une découverte fortuite. Dans ces cas-là, il faudra la breveter tout de suite, parce qu'il y a peut-être des cocktails détox qu'on n'a pas goûté encore. Il y a beaucoup de chances et beaucoup de raisons pour que ça ne se passe pas très bien. Et donc notre boulot, en tant qu'industriel, en tant que prestataire, c'est de réunir un maximum de conditions pour que ça se passe très bien. Un, parce qu'on a 20 ans de recul dans le monde de l'IT et dans le monde des télécoms, et donc on a déjà été confronté à des traitements de données volumiques très importants. Et donc on a vécu, nous, la première ère, qui est de dire, OK, on sait prendre la donnée, on sait la mettre à disposition, et on sait globalement quand est-ce qu'elle est de qualité. Maintenant, la deuxième partie, il faut qu'on l'invente tous ensemble. Parce que les cas d'usage, que vous soyez dans une usine, dans une collectivité, dans une école, si vous avez envie d'optimiser la manière dont la cantine fonctionne, si vous voulez réduire les déchets, réduire les consommations énergétiques, qui sont un combat de notre génération. Nous, on doit réduire l'empreinte carbone. C'est quand même pour ça qu'aujourd'hui, on est tous incentivés. Sauf que réduire l'empreinte carbone, c'est réduire les coûts et c'est donc augmenter la marge, augmenter la compétitivité. Donc, à ce titre, la manière dont c'est présenté peut être un petit peu effrayante. La manière dont on va le réaliser, elle doit être hyper pragmatique, basée sur vos expériences les uns les autres. Mais surtout, aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on déploie de l'IA sérieusement, on économise 30% de nos capacités. 50% de taxes fois 30% de capacité supplémentaire, on détient un modèle économique qui fonctionne. Merci Kevin. Et du coup, effectivement, comme tu le disais, on a entendu beaucoup de problématiques cyber ces 2 dernières années, et puis on n'a pas attendu l'IA non plus pour qu'il y ait les attaques cyber. Mais quelles sont les tendances aujourd'hui du marché entre IA et cyber? Comment ces 2 thématiques viennent de plus en plus se connecter? Alors nous, à l'ENSI, on identifie 3 grands enjeux de cybersécurité liés à l'intelligence artificielle qu'on a regroupés sous le triptyque cybersécurité de, par et face à l'IA. La cybersécurité de l'IA, c'est l'ensemble des mesures visant à sécuriser les systèmes d'intelligence artificielle, parce que ces systèmes-là sont vulnérables comme n'importe quel autre système d'information. La cybersécurité, et c'est d'ailleurs l'objectif de l'article 15 du règlement européen sur l'intelligence artificielle et l'axe de travail prioritaire de l'agence aujourd'hui. La cybersécurité par l'IA, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'automatisation de fonctions de sécurité. Aujourd'hui, on constate que cette technologie, elle est très prometteuse pour pouvoir faire de l'automatisation de la détection, par exemple. Il y a des applicatifs de modèles de langage, de larges modèles de langage qui permettent de faire du pentest, par exemple, ce genre de choses-là. Et la cybersécurité face à l'IA, c'est l'utilisation malveillante de l'intelligence artificielle par des attaquants. Donc aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est davantage que ça va abaisser le coût technique et financier d'une cyberattaque par exemple, générant automatiquement du code malveillant, en faisant des mails de phishing, d'hameçonnage et d'harponnage qui vont être plus crédibles et plutôt exploiter les techniques d'ingénierie sociale pour pouvoir conduire des attaques. Mais on ne constate pas de mode opératoire totalement nouveau qui serait généré via de l'intelligence artificielle et qui serait en mesure de remettre en question totalement les mesures de cybersécurité aujourd'hui qu'on préconise. Donc en termes de mantra, je dirais, nous ce que l'on dit, c'est qu'un système d'intelligence artificielle, c'est un système d'information aussi et d'abord et avant tout. Donc les règles d'hygiène de base de cybersécurité s'appliquent même avec ces systèmes-là qui présentent aussi des vulnérabilités qui leur sont propres et qui nécessitent quelques mesures en plus, mais ne pas oublier ces bons vieux réflexes cyber. Donc on ne va pas oublier ces bons vieux réflexes cyber. Et on voit effectivement la réglementation, on peut le voir sous un point un peu effectivement compliqué, mais c'est aussi d'avoir un terrain de jeu exploitable, la fin du Far West. Kevin, du coup,
pour les industriels, quelles sont les premières actions à mettre en place? Quels sont les enjeux finalement pour réussir à développer des systèmes d'IA de façon responsable et dans ce terrain de jeu qui n'est plus le Far West? Alors on a une chance énorme, c'est que finalement, quand on rentre dans une usine, on retrouve tout un tas de réseaux, d'équipements, d'automates. Il y en a de partout, partout, partout. Et finalement, le protocole 5G que vous avez tous dans votre poche, dans votre téléphone, c'est un protocole que le grand public utilise, mais qu'on a d'abord créé pour le monde industriel et les collectivités. Pourquoi? Parce que ce protocole, on peut le couper un peu comme un saucisson en tranches. Et donc, on peut dire, l'équipement 1, il parle au sujet 1, l'équipement 2 parle au sujet 2, etc., etc. Et donc, en déployant ce réseau, on va uniformiser la manière dont l'usine fonctionne et on va amener de la cybersécurité très peu coûteuse parce que finalement, comme tout est isolé, on n'a pas besoin de mettre énormément d'équipements qui coûtent de l'argent, qu'il faut maintenir, qu'il faut sécuriser, etc., etc. Et donc, un peu sur ce village, on a le pavillon 5G qui est là, on a le pavillon IA qui est là, et puis on a le pavillon cyber juste à côté. C'est quelque part un continuum. La première chose, et vous le voyez, on disait tout à l'heure qu'il y a copie la biologie. Lorsque vous avez un réseau, dans votre corps humain, il y a le système sanguin et il y a le système nerveux. Et vous avez besoin des deux pour que ça fonctionne. Hein. Si vous en manque un des deux, en général, ça ne se passe pas très bien. Et donc, dans une usine, on va d'abord redéployer des réseaux efficaces, en le faisant un peu intelligemment pour que ça ne coûte pas trop cher et que ça dissuade. Et on va venir centraliser les données. Une fois qu'on centralise les données, on est capable de commencer à trouver des cas d'usage sur l'IA. Par exemple, sur la vidéo, pour faire du contrôle d'inspection de qualité. Par exemple, sur le port des équipements de sécurité. Utiliser des LLM pour être capable de répondre aussi dans la chaîne de logistique. Et donc, des cas d'usage, finalement, il y en a autant que ce qu'il existe de métiers et de pratiques. Et donc, le gros enjeu, ça va être la gouvernance. La première gouvernance, c'est de se mettre d'accord sur le vocabulaire. Moi, je vous dis des choses qui sont hyper simples. Hein. D'abord, vous vous mettez d'accord sur qu'est-ce qu'on fait comme métier dans la boîte, comment on veut améliorer tel process ou tel process, et qui on met autour de la table pour discuter. Un projet d'IA, c'est 70% de discussion humaine et 30% d'implémentation technique. Et donc, il est urgent de ne pas voir ces projets-là par le prisme technique, mais de voir ces projets-là par le prisme de l'échange, du projet, des objectifs, des indicateurs de performance. Et donc, dans une usine, on va immédiatement, comme c'est valable pour une collectivité ou pour un hôpital, hein, parce qu'à la fin, c'est quasiment le même sujet chez tout le monde, on va d'abord se mettre d'accord, on va uniformiser nos réseaux pour centraliser les données, et puis en deuxième étape, on va passer dans une étape un peu plus technique, où on va venir déployer les algorithmes, etc., en validant évidemment le côté cyber et le côté réglementation. Je dirais que pour faire de l'IA, il faut être très malin. Et la chance qu'on a en France, c'est qu'on n'est pas les plus riches de la scène, mais on est un peu malin. Parce que dans les années 70, on disait on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Bon, je pense qu'on peut quasiment dire, nous, on a des data centers et en plus, on a des idées. Et donc, globalement, notre sujet, ça va être de trouver une organisation performante pour l'implémentation. Jonathan le disait tout à l'heure, la BPI accompagne dans ses parcours de diagnostic. Et nous, professionnels du secteur, on est là pour faire de la mise en œuvre pragmatique. Si on démarre des projets trop gros, trop ambitieux, trop chers, vous n'aurez jamais les budgets et les équipes pour les faire. Donc il vaut mieux démarrer petit, efficace, et puis un peu comme quand on fabrique le corps humain, bah, d'abord vous êtes une cellule, puis elle se divise en 2, puis elle se divise en 4, puis elle se divise en 32, etc., etc. Et donc notre objectif, c'est de regarder comment accompagner ces projets-là vers une forme d'efficacité. Je pense qu'on a un défi qu'il ne faut pas rejeter, c'est que pour continuer à exister durablement sur la scène économique, on doit se transformer. Si vous voyez la manière dont les Chinois travaillent, l'IA, elle est déjà implémentée chez eux depuis 2 ans. Et donc aujourd'hui, ce n'est même pas une question de projet, c'est une question de survie. On ne peut pas avoir le pays qui est le plus taxé du monde et pas optimiser drastiquement la manière dont on fait fonctionner les choses. Et donc c'est un vrai projet collectif, et c'est pour ça qu'on joue collectif sur ce pavillon, mais aussi qu'on partage nos expériences. Le prisme de la réglementation, c'est important, c'est une composante clé. Le prisme de la sécurité, c'est une composante importante. Les infrastructures, le conseil, la manière dont on déploie, c'est important. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a largement les moyens de cette ambition. Et il y a aujourd'hui des gens qui l'ont
adopté en premier et qui démontre une performance qui est vraiment significative. Ouais, j'aimerais bien effectivement vous entendre finalement tous les trois sur le sujet, parce que le vrai sujet, c'est on s'aperçoit qu'effectivement il y a des plaques géographiques où c'est toute innovation. Nous, en Europe, on a choisi d'essayer de trouver le bon équilibre entre sécurité, réglementation et innovation. Donc comment finalement les entreprises peuvent réussir à trouver ce compromis? Comment elles abordent ça? Et quels sont peut-être les enjeux liés, les difficultés, les bonnes pratiques pour réussir à trouver ce bon équilibre? Oui, tout à fait. L'objectif, je pense, aujourd'hui, c'est d'avoir une réglementation qui porte les objectifs pour lesquels elle a été prise. Donc, sur le règlement IA, c'est d'avoir une IA de confiance. Et en même temps, d'avoir une réglementation qui ne soit pas, au bout du bout, un frein pour le développement de l'IA sur le sol européen. Donc il y a un équilibre à trouver entre les deux. Ce n'est pas si évident que ça. Pour le moment, je pense qu'en Europe, on a surtout pris la jambe réglementation. Ça veut dire qu'il y a une autre jambe à mener, notamment en termes d'investissement ou autre. Concrètement, pour les entreprises, comment ça marche, tout ça, comment elles sont confrontées à cette mise en conformité au quotidien. Nous, on représente 2500 entreprises, donc ça nous permet d'avoir une vue claire, je ne sais pas, mais en tout cas une vue un peu représentative de la manière dont ça se passe dans l'écosystème aujourd'hui. Ce dont on se rend compte, c'est que dans les entreprises, ce qui marche bien face à cette pile de réglementation que j'ai détaillée tout à l'heure, c'est de monter des sortes de task force ou des groupes projets en interne sur la manière d'adresser ces réglementations. Je vous prends l'exemple toujours le même du AI Act. A priori, c'est des juristes qui vont s'occuper de ça, mais des juristes tout seuls ne vont pas réussir tout seuls à mettre en place la conformité. Vous avez besoin de parler à vos experts IA, vous avez besoin d'avoir le regard technologique, vous avez besoin de parler aux DPO qui sont en charge de la protection des données personnelles. Donc vous avez besoin finalement de mettre en place une task force AI Act, une task force NIS 2, une task force Data Act, etc. Et là, j'en viens à mon point, c'est que c'est une bonne méthode, mais un grand groupe peut le faire. Une ETI, pas sûr, une PME, probablement pas. Donc ça nous amène à une question qui est comment on accompagne les acteurs les plus petits dans ce virage de conformité qu'ils doivent faire, sans pour autant les dissuader d'adopter la technologie. La question elle est encore très ouverte, mais on doit se la poser collectivement. Sur juste l'articulation entre innovation et régulation, nous, en matière de cybersécurité, la régulation, c'est la condition de l'innovation de confiance. Et si on n'intègre pas un petit peu de contraintes en matière de cybersécurité, vous pourrez déployer un nombre considérable de systèmes d'intelligence artificielle qui, finalement, ne seront que plus de vulnérabilité et de portants d'entrée pour un attaquant. Donc, si on veut aussi avoir une innovation qui dure dans le temps, il faut aussi la sécuriser. Et même si c'est un investissement initialement en compétences, un investissement financier, ça reste quand même une bonne solution sur le long terme. Et par ailleurs, appel aux industriels, vous pouvez être aussi acteur de la réglementation et de votre propre régulation, notamment en contribuant aux travaux de normalisation technique. Et je vous rappelais, quand on a parlé de la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a des groupes de travail qui sont menés par l'AFNOR, donc l'Agence française de normalisation, qui concatène la contribution française aux travaux européens de normalisation dans le cadre de l'IA Act. Donc les industriels ont aussi une opportunité pour eux de s'investir dans ces travaux-là et de faire peser aussi un petit peu leur voix, ce qu'ils ont envie de voir aussi comme mesure de cybersécurité. Et côté peut-être sur la voie des entreprises, est-ce que tu as un retour, Kevin, un peu sur ce sujet d'équilibre sécurité, innovation? On a une phrase à Marseille qui est assez intéressante, c'est d'abord on fait, après on s'excuse. Et je dirais que le président de la République, quasiment, nous a expliqué qu'il fallait qu'on conduise ces innovations et qu'une fois que l'innovation était là, alors maîtrisée, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut la faire rentrer dans le cadre réglementaire. Et je dirais que contrairement à ce qu'on a fait ces 15-20 dernières années, où on a essayé d'être très scolaire, très propre, très carré, où à la fin nos entreprises n'ont plus d'argent, elles se font racheter par des boîtes américaines. Donc il faut reprendre cette espèce de pragmatisme anglo-saxon dans l'action. Et puis surtout, on a la chance d'avoir des campus cyber, on a la chance d'avoir l'ANSSI, on a la chance d'avoir des organisations professionnelles. Je rejoins ce que tu as dit aujourd'hui, quand on est une TPME ou une ETI, on focus sur les fiches de salaire à la fin du mois. On ne focus pas sur comment fonctionne la réglementation, probablement à tort.
Mais c'est pour ça que les organisations professionnelles, c'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui sur ce salon, c'est très important. C'est des moments de rencontre, c'est des moments d'échange, c'est des moments de pragmatisme. Hier, on a eu une séquence sur la normalisation des bandes de fréquence 5G, sur lequel moi j'ai porté un avis qui est probablement très contraire à la réflexion traditionnelle, mais qui finalement, grâce au salon, va rentrer dans une phase de normalisation et de challenge. Et donc, il ne faut pas hésiter à se réunir, il ne faut pas hésiter à échanger. Je dis toujours le plus souvent, c'est à l'heure de la chouette, hein, c'est après 21h hein, qu'on discute. Mais aujourd'hui, on a tous les outils qui nous permettent de nous réunir, d'échanger, de prendre des informations. Et finalement, n'hésitons pas à innover. La menace pour nous, elle est très simple, c'est qu'il ne faut pas qu'on finisse au banc des nations. Voilà. Et c'est vraiment le challenge qu'on a aujourd'hui. Hein. On ne peut pas finir dernier de la classe parce qu'on a été le plus scolaire. Et donc, on doit être agile. On a un cadre réglementaire qui est essentiel parce que sans lui, il n'y a pas de confiance. Mais de l'autre côté, on a besoin d'innover, on a besoin de faire du chiffre d'affaires, on a besoin de se tromper aussi. Et puis de temps en temps, peut-être qu'on sera un peu tapé sur les doigts. De vous à moi, je ne dirais pas ça publiquement, mais quand je vois les amendes qui sont infligées à Facebook et à Google, je pense qu'on a un peu de marge pour innover. Ne soyons pas trop inquiets en la matière. Et peut-être il y a une thématique qu'on n'a pas encore abordée, c'est celui de la souveraineté. Parce que on parlait de Facebook, de Google, mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, ça repose question aujourd'hui pour innover, parce que longtemps les offres technologiques les plus performantes c'était les clouds américains. Une grande partie des données sont sur les clouds américains. Une partie du Data Act et de la réglementation, c'est de se dire quelque part, l'Europe a déjà un petit peu perdu la bataille des données personnelles. Ne perdons pas la bataille des données industrielles. Est-ce que ce sujet souveraineté des données, avec ce qui se passe en Chine, aux États-Unis, on ressent une sensibilité plus forte pour avoir des offres souveraines, et ça veut dire un peu tout au long de la chaîne de valeur des acteurs français, européens qui émergent et qui jouent une place de plus en plus forte? Il faut être clair, il y a 10 ans, le sujet n'avait aucune forme d'écoute, aucun intérêt. Vous achetiez vos chaussettes sur Amazon, vous achetiez votre cloud sur Amazon, c'était un achat comme un autre finalement. Ça fait quand même quelques mois, depuis un peu que le monde se redivise, alors vous me direz c'est des cycles historiques, hein, mais depuis que le monde se redivise, il y a une vraie écoute, non pas que sur la souveraineté, mais sur le secret. On parle toujours de secret industriel. Et Dieu sait que les industriels, ils adorent les environnements fermés. Je ne partage pas mon plan, je ne partage pas ma R&D, à juste titre. Par contre, les données, on hébergeait ça n'importe où, n'importe comment, ce n'était pas un sujet. Sincèrement, il y a un gros rétropédalage grâce aux locataires de la Maison-Blanche essentiellement, hein, parce que les Chinois sont assez malins pour être discrets. Les Américains sont un peu plus show-off. Donc c'est vrai que nous, on croit beaucoup au principe de l'IA experte. On croit beaucoup au principe des réseaux sécurisés qui permettent de transporter des données. Et à ce titre, ça remet en selle des acteurs qui finalement prennent le temps d'être conformes à l'ANSSI, prennent le temps d'échanger dans les comités de normalisation, prennent le temps de se faire certifier par l'AFNOR. Sincèrement, hein, ça fait 10 ans, on ne gagne pas d'argent avec ça, nous. Hein. Par contre, c'est un mal nécessaire qui finalement aujourd'hui est en train de se transformer en opportunité. Alors de vous à moi, on attendait ça quand même depuis quelques années. Peut-être que le Covid avait mis un petit coup de frein en mettant l'attention un petit peu ailleurs. Mais aujourd'hui, clairement, on voit un petit peu les gens revenir vers nous. Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'IA? Comment on fait pour avoir des réseaux sécurisés? Comment on fait pour payer moins cher? Parce que clairement, les clouds étrangers sont très très chers. Hein. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans ce que j'appelle moi l'horlogerie suisse. On est dans le détail, on regarde comment ça fonctionne. Et puis on essaie de généraliser des offres qui sont à la fois compétitives, accessibles, avec des équipes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, gardez bien la métrique. 70% d'un projet, c'est de l'humain. 30%, c'est de la technique. Et donc si votre humain ne réfléchit pas comme il faut, vous allez avoir 70% de problèmes techniques et probablement pas assez d'humains. Et donc à ce titre, on a de la chance d'avoir un écosystème technologique en France qui est très déployé. À Lyon, historique de l'industrie. Du côté d'Aix-Marseille, des caps sous-marins mondiaux qui arrivent de l'Europe, de l'Afrique, du Moyen-Orient. Donc il y a un écosystème numérique énorme. Paris-Saclay aussi, un écosystème de recherche important. Sincèrement, on n'a pas à rougir. Hein. On a vraiment ce qu'il faut. Aujourd'hui, et on le dit souvent, ce qu'il faut maintenant, c'est réorienter notre capacité d'achat
sur des entreprises françaises. Moi, je ne vous dirais pas qu'on sera souverain technologiquement, j'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, je ne nous le conseille pas. Hein, on est 60 millions d'individus ou 70 millions d'individus dans un monde de 8 milliards et quelques. Hein, donc on ne peut pas être représentatif. Nous, on est maintenant non significatif. Et en Europe, on est 350 millions. Sur 8 milliards et quelques, on est non significatif. Donc notre sujet, c'est de prendre les meilleures technologies, de s'assurer que notre première souveraineté, je vois beaucoup de jeunes dans l'Assemblée, c'est la connaissance. Si vous savez comment conduire un projet, alors vous pouvez partir du principe que vous avez posé les bases de la souveraineté. Achetez les technologies où bon vous semble. L'ANSSI sera là pour vous expliquer comment les sécuriser et comment faire le nécessaire pour que vos données ne baladent pas dans la nature. C'est ça l'essentiel. Tout à fait. Nous, bien évidemment, c'est un enjeu, le fait d'avoir des technologies qui sont souveraines, notamment pour des usages critiques. Sur l'intelligence artificielle en particulier, je me permets juste de préciser, c'est sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. L'intelligence artificielle, c'est pas que des modèles et des données, c'est aussi des infrastructures, notamment des infrastructures d'hébergement nuagique et des infrastructures de calcul. C'est aussi des semi-conducteurs, etc., etc. Aujourd'hui, les gros acteurs sont plutôt effectivement américains. Nvidia, par exemple, c'est sur les GPU Nvidia qu'on fait tourner les LLM, et les grosses innovations qui ont été permises en matière d'intelligence artificielle sont liées aussi à l'accroissement considérable des capacités de calcul et la captation de gros volumes de données. Donc c'est des acteurs industriels qui doivent émerger dans l'ensemble des maillons de cette chaîne d'approvisionnement, et notamment les maillons les plus critiques, pour pouvoir donner à la France et à l'Europe les moyens de pouvoir avoir une industrie de l'intelligence artificielle à la fois sécurisée, fiable et de confiance. Ouais, pour conclure, moi je dirais que hier il y avait une grande journée de la French Fab avec le jour bleu sur le salon Global Industrie, et on voit bien que finalement demain, pour continuer à faire émerger des acteurs industriels français qui peuvent innover, qui peuvent gagner en compétitivité, il va falloir de plus en plus mailler l'écosystème French Fab des industriels avec l'écosystème French Tech des technologies. Donc côté BPI France, nous on aime bien les coques, donc on a le coq bleu et le coq rouge pour la French Tech, et voilà, on va faire peut-être ce mariage de plus en plus fort entre le coq bleu et le coq rouge, en tout cas entre la French Tech et la French Fab, pour faire émerger des acteurs français qui soient dans ce cadre de confiance de plus en plus innovants. Et je me permets juste de vous préciser, on a publié 2 guides. Donc celui-ci date d'il y a 1 an sur l'IA générative avec un certain nombre de recommandations. Et on a fait une analyse de risque qui a été publiée dans le cadre du sommet sur l'intelligence artificielle. On promeut dans la continuité du règlement européen sur l'intelligence artificielle une approche par les risques. Ce guide-là vous donnera pas mal de moyens et de méthodes pour pouvoir mener vos propres analyses de risque et déployer de manière sécurisée vos systèmes d'intelligence artificielle. Il y a plus d'une quarantaine de recommandations, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois pour cette table ronde très riche. Merci beaucoup.